Excellences, Monsieur le Président de la République d'Angola, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Messieurs le Président de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les ministres, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et c'est un grand honneur pour moi d'être invité à prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Biennale d'Angola sur le thème qui me tient à cœur, la culture de la paix. Face aux nombreux défis auxquels l'Afrique doit faire face, notamment la sécurité, le développement et le respect des droits humains, la culture de la paix doit être au centre de notre attention, et c'est tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Notre culture et notre patrimoine matériel et immatériel africain sont d'une grande richesse, mais trop souvent méconnus ou oubliés, et donc ne sont pas suffisamment exploités pour répondre aux enjeux actuels et futurs de notre continent. Pourtant, les solutions sont en nous, elles sont dans nos racines, dans notre ADN panafricain. Puisons ensemble dans nos valeurs, nos traditions, nos cultures pour retrouver le chemin de la prospérité et de la paix. Jadis, en termes politiques et organisationnels, nos rois, nos chefs coutumiers, les moamis assuraient la perception des taxes et redistribuer les biens à la communauté selon les principes de nécessité et d'équité. Au niveau communautaire, dans nos sociétés bien souvent matriarcales, les hommes cultivaient, mais une fois les récoltes entrées dans les greniers, ces lieux devenaient les domaines réservés des femmes qui décidaient de l'économie domestique et de la gestion des approvisionnements dans l'intérêt collectif. Sur le plan de la gouvernance politique, les palabres se déroulaient sur la place publique, sous les manguiers ou les baobabs, où tout le monde pouvait s'informer, s'exprimer, apporter ses idées et même manger. Quelle formidable base démocratique et solidaire forgeaient nos sociétés ancestrales. En matière de droits et libertés, la société malienne, mosaïque de peuples empreints de tolérance et d'ouverture, a apporté à l'humanité dès le XIIIe siècle l'une des sources historiques des droits de l'homme, la charte de Kurukana Fuga ou du Mandé de 1236, dont les valeurs de dignité et de liberté ont largement contribué à la coexistence pacifique entre les peuples de la région du Sahel. Sur le plan artistique et culturel, notre richesse énorme est aujourd'hui appréciée et convoitée dans le monde entier. Nos costumes tissés avec raffinement extrême au XIIe siècle dans les royaumes du Congo, ici en Angola, se trouvent dans le plus grand musée du monde. Notre musique, à 8 à 12 ans, a souvent servi d'inspiration aux artistes de tous les continents. Mais où se trouve la transmission de nos connaissances qui exploite encore nos savoir-faire ancestrales, qui forge notre identité? Mesdames et messieurs, le grand problème de l'Afrique est de ne pas avoir su capitaliser la culture pour développer son identité. L'adoption de la culture importée a abouti à l'incapacité de maîtriser notre propre tradition, et la tradition importée, nous la pratiquons très mal. Nous sommes donc assis entre deux chaises, ce qui nous maintient dans une instabilité permanente qui nous empêche de construire une stabilité, construire la paix durable. Depuis l'arrivée de la monétarisation, les enfants sont dans la malnutrition car les femmes ne gèrent plus notre grenier
et nos besoins communs comme autrefois. Avec la même terre et les mêmes capacités, la grande majorité des Africains est aujourd'hui plongée dans la pauvreté. Nous l'avons vu, tant sur le plan politique, économique, social ou culturel, mais aussi dans les domaines des droits humains. L'Afrique ne vient pas de nulle part et n'a pas attendu le XXIe siècle pour entrer dans l'histoire comme certains le prétendent. Des structures et des normes, reflets des valeurs et des traditions ont bel et bien existé, mais ont été tout simplement délaissées ou abandonnées. Aujourd'hui, ceux qui récoltent les taxes, mais la distribution des biens et des services ne se fait plus de manière équitable. Bien que les femmes soient la colonne vertébrale de l'économie africaine, elles sont reléguées à des êtres de second rang. Les débats publics où les citoyens prenaient leurs informations et exprimaient leurs doléances a laissé la place à l'ère de la manipulation des masses et de l'oppression de la pensée libre. Et nous sommes amenés à faire le constat que les nouvelles formes d'organisation et de gestion pataugent, voire même régressent. L'Afrique est en voie de subir une troisième colonisation. Après les temps d'esclavage, les tristes moments, puis celui de la colonisation des Occidentaux, aujourd'hui, les entreprises asiatiques sont en passe de tout s'accaparer dans le cadre d'une globalisation inclusive qui ne respecte même pas notre environnement, bien souvent en collision avec nous-mêmes. Nous bradons nos ressources naturelles et vivrières en veillant plus à l'intérêt personnel qu'au bien-être de notre peuple. Quel traumatisme pour nos peuples! Quelle dissociation par rapport à nos valeurs et notre identité! Où est notre solidarité? Où est notre fraternité? Où est notre dignité? Nous profitons de cette tribune pour réaffirmer que pour construire la paix, l'Afrique a avant tout besoin de puiser dans ses ressources culturelles et humaines et adapter ses valeurs à ses origines pour se réapproprier une véritable identité et enfin permettre le développement humain, social et économique de notre continent et de ses peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies et l'Union africaine ont adopté diverses résolutions sur la culture de la paix, des plans d'action, de projets et des initiatives pour faire taire les armes et agir pour la paix sont mises en œuvre. Ces stratégies sont englobées et renforcées par l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique, signé en 2013, dont le but est de transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir endéant de 50 ans. Cette transformation tant attendue ne pourra se réaliser qu'en passant par le développement d'une identité africaine authentique, le respect des droits humains et la diversité culturelle dans un esprit de solidarité et de non-violence en vue de la construction de sociétés démocratiques. À l'ère actuelle, les services de base comme l'éducation et la santé, considérés universellement comme des droits fondamentaux et inscrits dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et dans nos constitutions nationales, ne sont pas ou peu accessibles pour une large partie de la population. Les jeunes filles sont encore largement exclues de nos systèmes éducatifs, les privant ainsi non seulement de l'exercice de leurs droits, situation déplorable qui place plus de la moitié des ressources humaines de notre continent dans l'ignorance, mais les empêche aussi de contribuer pleinement au développement économique et social de nos sociétés qui restent pour la majorité d'entre elles parmi les plus pauvres de la planète. Nous sommes donc loin de satisfaire les besoins de base de nos populations et de réaliser leurs aspirations légitimes à vivre à l'abri du besoin et de la peur, ce qui explique que de nombreux jeunes ne trouvent d'autres alternatives à leur survie que de s'enrôler dans les milices ou encore vers les djihad, comme au Sahel. D'autres, enfin, cherchent l'exil vers la Méditerranée, bien souvent au péril de leur vie
et font la honte de tout un continent qui n'a pas su prendre en soin sa jeunesse. Ce tableau préoccupant, tant à court qu'à moyen et long terme, doit interpeller la société dans son ensemble et les dirigeants et les intellectuels en particulier pour trouver des solutions pérennes et jeter les bases d'une société inclusive où l'accès à l'éducation et à la santé pour tous ne représenteront plus des droits abstraits ou le privilège d'une minorité aisée, mais une réalité concrète pour chaque enfant du continent, filles et garçons. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus que pour apporter des réponses africaines aux transformations qui affectent leur économie et leur société, selon la formule reprise de la stratégie opérationnelle de l'UNESCO pour la priorité Afrique 2014-2021, l'espoir deviendra une réalité tangible lorsque les dirigeants africains, l'élite du continent, se feront soigner et mourront sur la terre de leurs ancêtres plutôt que dans les hôpitaux occidentaux et enverront leurs enfants dans les écoles et des universités du continent plutôt qu'à Paris ou à Lisbonne. Nous en avons les moyens humains et matériels. Tout est question de volonté politique. Ne cédons pas à l'afro-pessimisme. Une bonne gouvernance démocratique et économique de nos ressources, tant naturelles qu'intellectuelles, nous permettrait aisément d'offrir à nos sociétés et à nos enfants un développement endogène permettant la satisfaction des besoins pour tous. Selon ces schémas, nous appelons de nos vœux les migrations passeront alors d'une dynamique centrifuge vers l'Europe pour s'accompagner du drame de l'exil de nos cerveaux et de nos forces vives à une force centripète qui soutiendra le développement de notre continent. Pour ce faire, il est à de passer d'une culture de corruption et d'impunité, le deux cancers de l'Afrique, vers une culture de transparence et de révabilité. Il est temps aussi de réaffirmer nos valeurs de solidarité et de fraternité africaine. Si la géopolitique globale a souvent contribué à l'instabilité de notre continent, à l'instar de la situation au Sahel et au Sud-Soudan, d'autres foyers de violence, malheureusement, et de pillage sont transfrontaliers et ont une dimension régionale comme à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, depuis les années 90, les cycles de violence en République démocratique du Congo ont entraîné plus de 6 millions de morts, provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes et occasionné les viols et des centaines de milliers de femmes et de jeunes filles, même parfois des bébés, et cette situation continue jusqu'aujourd'hui. La paix ne se construit pas sur de fausses communes. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice, et nous appelons les chefs d'État ici présents, l'Union africaine, les Nations unies et la société civile à soutenir la mise en œuvre des recommandations du rapport mapping du Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme sur les graves violations des droits humains et des droits internationaux humanitaires commises en République démocratique du Congo entre 1993 à 2003 et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et ce rapport a été publié il y a plus de 10 ans sans aucune réponse. Ce rapport est une cartographie des 617 crimes internationaux et appelle au recours à des mécanismes de la justice transitionnelle tels que l'établissement d'un tribunal pénal international ou des chambres spécialisées mixtes, une commission de vérité, des programmes de réparation et des garanties de non-répétition. En nous soutenant sur ces chemins, vous répondrez non seulement à la soif de vérité et de justice des Congolais, mais vous contribuerez aussi à affirmer les valeurs africaines de solidarité et de fraternité et à consolider la paix et la stabilité au cœur de notre grand continent qui continue de saigner tous les jours. Je vous remercie.